Bonsoir. Bon, c'est vraiment une joie, euh, Olivier, d'ouvrir cette masterclass au cœur du programme communication, médias et industrie créative. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement Florent Bonaventure qui dirige cette école et aussi Florence Danton. Bonsoir pour votre activisme en faveur de la création, des créateurs, des artistes, auprès des étudiantes, des étudiants de Sciences Po et en particulier de l'EMI, mais pas seulement. Les rendez-vous de la création, c'est toujours un moment privilégié dans cette maison. Nous savons l'importance du processus de création dans la formation, mais aussi pour les événements actuels, mais les événements futurs, tous les événements. Il faudrait que rien n'interdise d'apprendre à imaginer, à inventer, à créer dans toutes nos activités, quelles qu'elles soient, quels que soient nos métiers. Et l'esprit de recherche et de création sera toujours propice à ne pas ennuyer, puis à ne pas s'ennuyer surtout. Et dans toute son existence, au fond. Rien de pire que la répétition à l'identique. Je crois que les robots ont été inventés depuis longtemps. On dit que c'est récent, mais en fait, depuis les Égyptiens, on connaît les robots et ils sont faits pour la répétition. Nous, on est faits pour autre chose. Et donc, tout le reste, je crois, mérite d'être enrichi par cet esprit d'invention, d'improvisation, je crois, auquel vous tenez beaucoup. Et qui d'autre que les artistes peuvent nous donner, de ce point de vue-là, le meilleur des diapasons, qui peut nous faire comprendre aussi bien qu'eux combien une œuvre de l'esprit peut... Alors, elle peut réussir et puis elle peut rater aussi. Et on apprend souvent beaucoup d'un ratage, parfois autant, sinon plus que d'une réussite. En tout cas, il faut oser, c'est sûr, pour savoir, il faut oser. Et donc, Olivier Nakache, c'est vraiment un honneur, c'est une joie de vous avoir parmi nous. Vous êtes connu pour vos nombreux succès, mais peut-être que vous allez nous faire rentrer dans la réalité qui est aussi faite peut-être de certains échecs, mais encore une fois très, très relatifs, de certaines choses qui n'ont pas marché, quoi. Ça sont des choses, encore une fois, qui arrivent. Et puis, je crois que vous apprenez aux autres, vous nous apprenez par vos films, mais vous apprenez aussi peut-être sur vous-même. C'est peut-être aussi ça que vous cherchez, parce qu'on travaille pour les autres, mais on travaille aussi pour soi, mine de rien. Vous allez offrir votre présence, et dans cette présence même, on apprendra beaucoup, j'en suis sûre, parce que vous êtes hors norme, pour reprendre une de vos expressions fameuses. Vous saurez initier à l'audace, comme vous la pratiquez avec votre complice de toujours, Éric Toledano. Vous leur direz peut-être aux étudiantes et aux étudiants de quoi est fait cet équilibre précaire que vous savez ménager si bien entre le sérieux et la blague, entre la gravité et la joie, entre le rire et les larmes. Hein. C'est un savant équilibre, tout ça. Vous ne direz sans doute pas tout simplement parce que vous savez, vous, que vous travaillez consciemment, mais aussi inconsciemment, si je puis... Ça ne veut pas dire pour ça que vous faites n'importe quoi, mais il y a des choses qui vous échappent. Et c'est presque rassurant, en fait, cette notion. Certains dans cette salle savent à quel point je m'étonne que notre époque n'arrive plus à comprendre qu'il y a quelque chose qui nous échappe, qui s'appelle l'inconscient. Et je crois que peut-être la supériorité, à mon sens, des artistes, c'est de ne pas avoir peur de cet inconscient, alors que nous, je crois qu'on calfeutre, on camoufle beaucoup. Et vous, au fond, vous travaillez avec, vous travaillez près du chapeau, si je puis dire. On disait ça, non? Être près du bonnet, ou je sais plus, il y avait une vieille expression assez imagée qui disait qu'on était proche de son inconscient. Bon, c'est quelque chose d'élémentaire, mais c'est quelque chose, encore une fois, qu'on a de moins en moins finalement le droit d'admettre, hein, cette part de l'inconscient, et ça me fait parfois un peu peur, parce que ça veut dire que l'art est en cause, et que si on n'arrive plus à dire les choses,
à dire les choses qui fâchent, à ce moment-là, je ne sais pas où ça va passer, ces choses qui fâchent. Donc, je vous remercie d'être là, pas pour nous dire des choses qui fâchent, mais tout simplement pour faire des films et des séries qu'on adore. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci encore une fois d'être là. Rapprochez ça va être plus sympathique. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Olivier Nakache. Bonsoir. On est effectivement très heureux de t'accueillir ici. Je crois que les étudiantes et les étudiants avaient à cœur de pouvoir échanger avec toi. Donc moi, je ne suis là que pour lancer cet échange et essayer de te poser des questions qui sont pour partie un petit peu attendues, et puis pour d'autres, j'espère, un peu plus spontanées. On avait organisé un format équivalent, tu le sais, avec Claude Lelouch il y a maintenant quelques années. Et la première question qu'on avait posée à Claude et que j'aimerais te poser, avant de rentrer dans le détail de notre échange qui va porter essentiellement sur comment tu crées, comment tu vois la création aujourd'hui, et puis comment les éléments exogènes que sont l'arrivée des plateformes, la complémentarité avec les séries, bouleversent ou pas. Et toi, tu y as été, en tout cas pour les séries directement confrontées, bouleverse ou pas ta manière de créer avec Eric. Mais je voudrais juste te poser une question, savoir finalement, quand tu réfléchis à ton passé, y compris ton passé un peu plus lointain, quel a été le premier moment où tu as créé quelque chose, où tu t'es dit, tiens, que ce soit une œuvre cinématographique, un court-métrage, un truc, où tu t'es dit, tiens, par la création, il y a un exercice qui me plaît bien et qui me permet de m'exprimer autrement et de dire quelque chose sur le monde, quoi. Ouais, c'est difficile à dire parce que j'ai toujours été un peu, un peu rêveur. D'ailleurs, pendant le confinement, on a tous fait plus ou moins du rangement à la maison. Et donc, j'ai retrouvé des bulletins scolaires parce que j'ai tout gardé. Et je me disais, tiens, je vais les montrer à mes mômes. En fait, non, je ne leur ai pas montré. Et en tout cas, je leur ai montré les notes des professeurs. Pas les notes de 1 à 10 ou de 1 à 20, parce que justement, je ne voulais pas leur montrer ça. Mais par contre, je leur montrais les notes. J'avais oublié ce que marquaient les professeurs et ce qui rentrait souvent, les points communs, c'était souvent dans la lune, poète, étourdi, est là mais n'est pas là, des choses comme ça, bavardage. Donc c'est vrai que j'ai toujours été sensible à une certaine forme de créativité. J'étais à l'aise, j'ai été très vite à l'aise à l'écrit et très vite j'ai créé j'étais très créatif comme vous, j'imagine. Et c'est vrai qu'à un moment donné de sa vie, quand on vous demande vous voulez faire quoi plus tard, alors moi je m'étais jamais autorisé à parler je rêvais de cinéma, mais jamais, jusqu'à ce que je rencontre mon pote Eric, jamais je disais je vais faire du cinéma, même pas. Déjà même maintenant, j'ai du mal à dire je suis réalisateur, parce que j'ai l'impression qu'on n'est jamais arrivé quelque part et qu'on est tout le temps toujours en construction. Et puis on réapprend à chaque projet, c'est un métier qui permet ça, c'est la page blanche. Et donc la première fois qu'on se rappelle avec Eric, la première fois qu'on a fait des images, c'est ça, je m'en rappelle très précisément. Et comme en parlait il y a 2 secondes la présidente, on a démarré par un énorme ratage, mais énorme, un truc qui était... on avait 20 ans, Eric était à Sciences Po, au passage, et moi j'étais à rien, et je venais le chercher, et on a fait des colonies de vacances tous les deux, on s'est rencontrés, on était participants dans des colos, puis après on a été animateurs et directeurs, donc on avait cette passion du cinéma, et je fais tout de suite un point commun, on s'est rencontrés, entre guillemets, grâce à Claude Lelouch, parce que quand on avait 16-17 ans, alors on était aussi, on a été bercé par le cinéma américain, par Spielberg, qu'on revendique d'ailleurs, mais tous les deux, on avait ça en commun, c'est qu'il y avait des films de Claude Lelouch qui nous avaient marqués, peut-être à des âges où normalement des jeunes de notre âge n'étaient pas marqués par ces films. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, tiens, on a un point commun avec ces films-là. Et on a fait un jour, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut faire du cinéma, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a été dans un café, on s'en rappelle très bien, on le raconte souvent, et on a dit, alors, 1, on veut faire du cinéma. 2, comment on fait?
Et très vite, on s'est dit, on va en faire. Donc, il fallait trouver une caméra et on a fait un premier court-métrage qui a été abyssal. On a eu toutes les galères qu'on peut avoir du début à la fin parce qu'on s'y est mal pris et surtout parce que on n'avait rien à raconter. C'était une blague. On a mis en image une blague et donc cette blague qui était, c'était une idée comme ça. Bon, il y avait des prémices, il y avait quelque chose, mais c'était pas un truc à nous. C'était pas un truc de notre vie. C'était pas quelque chose qu'on avait vécu. C'était quelque chose qu'on connaissait pas. Et donc après, on s'est beaucoup interrogé à se dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. On a envie de parler de nous. Et la suite, après, on a fait un deuxième court-métrage où là, on a parlé de nous, et là où il s'est passé quelque chose. Mais je crois que c'est ça le premier objet, autre que les trucs en poterie que j'ai fait pour ma mère, et des choses comme ça. Et t'as pas de photos Si, je les ai toujours. Ah ouais, j'ai tout. Je vous dis, je garde tout. Donc j'ai chez moi des caisses avec tous les trucs que j'ai fait quand j'étais petit. Vraiment tout. Hein. J'ai même... un jour, je me suis battu avec un copain, j'ai ramassé sa dent. Enfin non, j'ai tout. J'ai tout, je garde tout. Et c'est vrai que voilà, ça, c'est le premier objet qu'on ne montre à personne, ce court-métrage, vraiment à personne. On n'a pas le temps là, mais un jour, comme on est en famille, si je vous raconte tout ce qui s'est passé, c'était vraiment un... Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Ça tourne à Manhattan, ça s'appelle Living in Oblivion, je vous le conseille, de Tom DiCillo. Je vous conseille vraiment ce film qui est un tournage où tout merde. Et vraiment, voyez-le parce que c'est très très drôle et surtout c'est... Quand quelqu'un me dit j'ai envie de faire du cinéma, qu'est-ce que c'est ? Je dis regarde ce film. Il y a tout dans ce film. Les rêves, les égos, les ambitions, les acteurs chiants, les techniciens. Il y a tout dans ce film. Et donc c'est un bon condensé. Je vous le conseille. Et tu vois, tu bascules sur la deuxième question un peu pâteau à te poser parce que c'est ce duo que tu formes avec Eric est quand même unique dans le cinéma et même dans la création en général. C'est-à-dire qu'en général, dans les duos, tu as des duos qui se forment, qui sont plus ou moins intenses, qui créent plus ou moins intensément, puis qui ressentent à un moment donné le besoin de se séparer pour se retrouver. C'est vrai que c'est incroyable parce que, parce que j'ai jamais rencontré de créateurs qui sont aussi liés que vous l'êtes. C'est unique parce qu'un film, c'est un objet artistique et normalement, il n'y a qu'un point de vue. Il n'y a qu'un point de vue, c'est le point de vue d'un metteur en scène, c'est le point de vue sur tout un tas de choses, tout un tas de problématiques, de quelqu'un qui s'exprime comme un auteur de livre. Il n'y a pas un roman écrit par un duo, c'est très personnel. Mais nous, on est personnel ensemble, en fait. Alors, on a du mal à le théoriser, c'est une alchimie qui fonctionne comme ça. Et il y a quelque chose qui est... L'ego, il en faut dans ces métiers-là, c'est sûr qu'il en faut. Il faut de l'ego, mais nous, c'est comme si on avait un ego à deux. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui fonctionne. On a du mal à l'analyser. Et je peux vous dire, cet après-midi, on était en répétition avec des comédiens. Et encore une fois, je me dis, c'est cool parce qu'on a une scène qu'on a écrite. Ça fait 2 ans qu'on écrit. Donc la scène, au bout de 2 ans, elle a passé le temps. Quand ça passe le temps, ça veut dire qu'on est prêt à la tourner et qu'on ne s'est pas lassé et qu'on a toujours envie de la tourner. Tout à l'heure, cette scène-là, elle s'est complètement modifiée parce que quand on a vu les acteurs devant nous, il a eu une idée, j'ai eu une idée, il a une idée, j'ai eu une idée, il a une idée. Demain matin, on va tout réécrire. Ça donnera une nouvelle scène. Et tout seul, il y aurait eu 50% des bonnes idées en moins. Et donc je me dis, que c'est une chance fabuleuse. C'est une chance quand on a une galère, quand on a une tannée, qu'il y a 1000... quand on fait un film, il y a 1000 compromis à faire, 1000 décisions difficiles. Il y a des galères, des problèmes. Et finalement, quand on est 2, c'est bien. Et puis quand il nous arrive des choses extraordinaires, comme un succès inattendu, c'est bien aussi de le partager à 2 avec son pote et puis de se retrouver au fin fond du Japon à présenter un film. À qui je vais le raconter ? Je vais appeler, je vais le raconter, mais là je le vis avec mon pote. Donc ça, c'est vrai que ça n'a pas de prix. Et puis en même temps, c'est moi qui fais tout. Mais d'ailleurs, justement, tous les deux, vous avez un process, je suppose. Au bout d'un moment, en tout cas, naturellement, vous avez dû créer quelques habitudes de travail, mais vous avez formalisé quelque chose, c'est-à-dire que toi, tu es plus sur quelque chose et lui, globalement, est plus sur quelque chose d'autre, ou comment vous fonctionnez ? Non, en fait, on se connaît très bien, et en fait, on a appris ensemble. On s'est rencontrés à 16 ans. On était la première fois, ce court-métrage dont je vous parlais, on a tout appris ensemble. C'est-à-dire qu'on s'est construit ensemble et on s'est construit avant d'être... On s'est rencontrés et on a commencé à bosser avant d'être adultes. Ouais. Et j'ai l'impression que ces rencontres-là, ces amis, ces potes qu'on se fait, comme vous, en ce moment peut-être, c'est très fort ce qui se passe. Les potes d'enfance, les potes de jeunesse, les potes de fac, les potes d'école, il y a un truc fort, comme si tout était important à cette époque. On avait toute la vie devant nous. Je l'ai encore, j'espère un peu, mais on avait toute la vie devant nous. Et donc...
C'est vrai que c'est quelque chose d'assez... alors, je rejoins ce que tu disais, c'est quelque chose d'assez unique et très, très... et hyper singulier. Mais en tout cas, on a à la fois du mal à le théoriser, mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une chance. C'est une grande chance. Tu as le... Regarde pas les questions, je vais te poser. Non, je regarde pas les questions. non, mais je regarde un peu. Vous êtes souvent cité avec Éric comme étant deux cinéastes capables de pouvoir... Tu es coprésident de l'ARC par ailleurs, on parle souvent de cinéma de diversité culturelle, de cinéma populaire mais exigeant, c'est souvent des mantras qu'on sort comme ça et avec conviction. Mais c'est assez rarement qu'on arrive à trouver des cinéastes qui soient aussi populaires que vous, populaire au sens strict, vous adressez à une audience, un public qui vous est par ailleurs très fidèle entre les différents films, mais par ailleurs vous êtes des vrais cinéastes et en cela fervents défenseurs du cinéma à la française, d'auteurs. Vous maîtrisez vraiment ce que vous avez envie de dire, vous n'êtes pas rentré dans un système de studio, ce qui pourrait être le cas de cinéastes, certains cinéastes français ou d'autres cinéastes américains qui auraient pu succomber, notamment avec un succès comme celui que vous avez eu avec Intouchable, dans un nouveau type de cinéma qui vous échappe un petit peu. Comment vous parvenez à, question pas évidente, mais à trouver cet équilibre-là, à continuer, alors tu peux me dire que c'est peut-être quelque chose de naturel et que vous arrivez à saisir quelque chose à chaque fois de ce qui fait notre époque, quoi. Mais comment vous arrivez à travers les sujets que vous choisissez de traiter et à travers votre traitement et votre type de cinéma, à continuer à être aussi exigeant sur les films que vous faites et en même temps à continuer à avoir ce public-là avec cette fidélité, quoi. Ouais, alors on revendique pleinement le mot populaire. C'est-à-dire qu'on en est fier, on le revendique et dès le début, en fait, comment vous dire ? Je dirais que dès le début, alors j'arrive pas à analyser où est le début, mais dès le début, quand on écrit, on pense énormément à la salle de cinéma. Mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire que, et de film en film, encore plus. On pense à la salle de cinéma. Pour nous, c'est sacré, c'est comme un temple. Quand la lumière s'éteint et qu'on est comme dans une salle comme celle-ci avec des gens qu'on ne connaît pas autour de soi, c'est pas pareil de voir un film dans une salle de cinéma que de le voir chez soi. C'est indiscutable. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes émotions. Le curseur du rire ou le curseur de l'émotion n'est pas le même. Et donc ça, pour nous, c'est sacré. C'est vraiment c'est quelque chose de religieux. Et on y pense beaucoup quand on écrit. On pense beaucoup à ça. On pense au rire. Alors, c'est une drogue dont on ne se lassera jamais. On pense au rire de salle. D'ailleurs, après ces 3 ans de thérapie, là, on n'a qu'une envie, c'est de retourner au cinéma et de se cacher dans la salle, enfin, même pas de se cacher, d'être avec les gens et d'entendre les gens rire, parce que c'est un tel bonheur que ça, on s'en lance pas, on le recherche, on travaille pour ça. Après, si on glisse un petit message dans une poche au spectateur, on dit tu le liras quand tu voudras ou pas, tu l'auras après, c'est pas grave, mais nous, la chose qui nous anime, c'est que les gens soient dans une salle de cinéma qui vivent des émotions avec d'autres gens. Pour nous, ça, c'est ultra important. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance d'avoir un film qui a déraisonné, le succès a complètement déraisonné. C'est évidemment ni prévu ni anticipé, mais on s'est dit tout de suite, oui, ça fait peur. On se retrouve à une place qu'on n'a pas voulu, on se retrouve, on va nous attendre, on va avoir de la pression. Puis après, on s'est dit, bon, ce que ça va nous donner, c'est de la liberté, en fait. Et on va faire ce qu'on veut. Et le plus sincèrement possible, sans recette, de toute façon il n'y en a pas, mais en tout cas on va faire ce qu'on veut. Donc après Intouchable, on a eu envie de parler, et ça c'était antérieur même à Intouchable, on avait eu envie de parler de cette population, enfin des migrants entre guillemets, c'est déjà en 2014, et bon, ça s'est pas amélioré évidemment. Ensuite on a eu envie de parler du sens de la fête, de se lâcher un petit peu de ce petit patron, ensuite des cas complexes avec hors normes dans le monde de l'autisme. Si on n'avait pas fait Intouchable, je ne sais pas si on nous aurait suivis par la suite. Et on a la chance d'avoir des partenaires fidèles qui nous suivent et qui nous laissent faire, entre guillemets, ce qu'on veut. Et c'est tant qu'on nous laissera faire ce qu'on veut, on essaye de garder quelque chose de très sincère. De très sincère et de surprendre et d'être là où on ne nous attend pas. On essaye à chaque fois de faire ça. Et c'est ce voilà. En thérapie, c'est une série qui est un peu pointu, c'est pas drôle, c'est pas une comédie. On nous a dit au début, mais ça date de 10 ans, ça déjà. Mais pourquoi vous voulez faire ça? 2 personnes qui vous parlent dans une pièce, ça va intéresser qui? Nous, ça nous intéressait. Si on n'avait pas eu ce succès, personne ne nous aurait suivis et ça nous a permis de le faire. Et on a vu l'adhésion du public, ce qui prouve que
qu'il n'y a pas de recette et que l'audace, comme disait Madame tout à l'heure, l'audace paye. L'audace paye, le risque paye, il faut prendre des défis. Et de film en film, on a quelque chose, on a comme une maxime avec Éric, il faut avoir peur de ces sujets. On trouve que c'est sain. Quand on s'attaque à un film, il faut en avoir peur. Ça permet peut-être d'éviter certains clichés et ça permet peut-être de se défoncer un peu pour dépasser cette peur. Mais on trouve ça bien d'avoir peur d'un projet. Par exemple, là, on va attaquer un projet dans 2 mois. Je flippe. Et je trouve ça bien. Et puis d'ailleurs, tu citais les exemples de sujets sur lesquels vous avez travaillé. Samba, que tu citais directement, Intouchable, Hors Normes, En thérapie. À chaque fois, c'est quand même des sujets, on en parlait tout à l'heure, des sujets qui sont assez engagés. Ouais. Et d'une certaine manière, même si le mot est totalement galvaudé, mais quand je le dis, c'est évidemment amélioratif, militant d'une certaine manière. Et même le sens de la fête, tu vois, dont on peut se dire, c'est finalement le film le plus léger en termes de vraiment. En fait, tu le disais, c'est aussi engagé, quoi. C'est sur Bakri qui joue le rôle d'un mec qui est à la tête d'une petite PME avec les galères, les machins, donc c'est aussi engagé. C'est un prérequis. A priori, si vous vous engagez sur quelque chose, c'est qu'il faut que ça ait du sens, il faut que ça ait une forme d'engagement et de militantisme, quoi. Ouais, et en fait, il y a plusieurs choses. Il y a une envie populaire de divertir, elle est là. On a envie, on aime ça. Notre moyen d'expression avec Éric, on ne sait pas ce qui est de l'inné ou de l'acquis, mais le bouclier, c'est la vanne, la charriade, la comédie, le rire, voilà, on revendique. Mais on aime aussi on est aussi profond, on se prend aussi la tête, on a aussi ça. Donc cet équilibre entre toutes ces notions-là, elles se retrouvent finalement dans notre cinéma. Et c'est vrai que on se dit pas, on a du mal à dire, on va faire une comédie. On dit, on va faire un film. Et on verra. Alors, il y a certains films, c'est des comédies avec un peu de drame dedans. Et il y a certains films, c'est des drames avec un peu de comédie dedans. Mais c'est vrai que le mot prérequis, c'est assez juste parce que quand on va s'attaquer à un sujet, déjà, il faut qu'il nous plaise à tous les deux parce qu'un film, on va le défendre à vie. C'est comme un enfant. C'est comme, je ne sais plus quel metteur en scène disait, un film, c'est comme une femme avec laquelle on se marie. C'est pour la vie, quoi, normalement. Mais en tout cas, il va falloir l'assumer toute sa vie. Donc il faut que ça soit quelque chose qui nous touche. Et les sujets dont on parle, ils nous touchent profondément. C'est profondément. Par exemple, Hors Normes, ça fait 20 ans qu'on est au contact de ces associations-là. Et à un moment donné, ça nous brûlait, il fallait les mettre en lumière. Et nous, on ne fait pas de la politique, même si je pense que tout film est un peu politique, mais on a une forme de militantisme, une forme d'engagement. Et la façon qu'on a de le faire émerger ou on va dire de vous le délivrer, c'est le cinéma, c'est cette voie-là. Et on veut que ça reste du cinéma et pas du documentaire. On a fait du documentaire, on veut que ça reste du cinéma. Mais c'est vrai qu'on aime prendre en flagrant délit notre époque, en fait. Et il y a des choses, nous, avec Éric, on a toujours eu envie d'aller parler au mec qui fume sa clope en bleu à la sortie des hôtels derrière. On a envie de lui dire, pourquoi tu es là, d'où tu viens, raconte-moi. Tu fumes ta clope, après tu vas faire quoi? Donc il y a des choses qui nous touchent, comme quand on voyait des mômes et des parents d'enfants autistes. On avait envie d'aller leur parler parce qu'on a l'impression qu'on aime mettre en lumière les gens qui sont peut-être pas mis en lumière d'habitude. Et aussi, c'est d'une certaine façon de dire que les héros, de temps en temps, sont d'autres personnes. Alors, on a Marvel qui fait des super-héros, vraiment. Et puis, nous, les héros, on va les chercher ailleurs. Et tu parlais tout à l'heure dans Thérapie, donc c'est votre première vraie expérience télé, quoi. Ouais. Voilà, je parle sous ton contrôle, mais oui. Tu parlais de la force de la salle de cinéma dans votre manière de créer. Comment je sais un petit peu parce qu'on en a un peu parlé, mais comment tu as vécu ça avec Éric, cette expérience télé? Alors en plus avec un cas particulier, parce que là pour le coup vous avez des réals qui bossent avec vous sur tu vas nous le raconter, mais sur un certain nombre d'épisodes. Vous êtes sur une série Arte, vous êtes sur une adaptation. Comment tu as vécu cette expérience de série renouvelée? En plus, la différence aussi entre la saison 1 et la saison 2. On dit souvent, on s'en parle régulièrement à Sciences Po, le format de la série par rapport au cinéma. On parle beaucoup de la concurrence des séries par rapport au cinéma. Nous, on pense que c'est plutôt une complémentarité. Mais comment, en tant que créateur, tu as vécu Je l'ai vécu exactement... Enfin, c'est marrant parce que le processus d'écriture n'est pas le même. Oui. C'est beaucoup plus long. Et là, on a dû ouvrir et partager avec des scénaristes, avec des metteurs en scène. Mais on avait envie... Nous, déjà, avec Éric, on est un groupe. On est 2. Et on aime le collectif. On s'est rencontrés en colo, c'est le collectif. Et finalement, on a prolongé
cet univers-là associatif de groupe au cinéma, parce qu'au cinéma, on mange tous les midis à 80, c'est des groupes, quoi. C'est un peu comme une colo, premier jour de tournage, dernier jour de tournage, c'est un peu la même chose. Et c'est vrai qu'on s'est dit, cette série, qui était un projet un petit peu fou, qui est une adaptation. Donc cette série, elle a déjà cartonné dans son pays d'origine, parce que c'est une série israélienne, qui avait déjà marqué la société. On avait vraiment envie de la... On s'est dit, on va le faire finalement comme un film. Comme un film, avec cette contrainte de lieu, le cabinet du psy, un seul décor. Et avec d'habitude, au cinéma, on est, entre guillemets, on est maître à bord, puisque on n'a pas de compte à rendre, si ce n'est que ça doit être proche du scénario pour les financiers, c'est-à-dire les chaînes de télé et les distributeurs. Mais là, on avait Arte, on avait une chaîne. Il se trouve qu'ils sont super, qu'ils sont assez exceptionnels, mais c'est vrai qu'il y a une relation qui change. Par contre, je te rejoins là, c'est une complémentarité. Les plateformes, il faut faire avec, elles sont là, et puis elles proposent des trucs super. Donc maintenant, tout ça, c'est une mutation qui est en train de se réguler maintenant, et tu y contribues grandement au passage. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se réguler, ça change. C'est comme quand Spotify et Deezer est arrivé il y a quelques années dans le milieu de la musique. Tout ça doit se réguler. On n'est pas ennemis, mais on doit... personnellement, je me battrai toujours pour la salle de cinéma. Parce que j'y crois fortement. J'ai envie de mettre en place des opérations avec des jeunes de 3e, de 4e, les emmener voir des films. J'ai envie d'aller contre les algorithmes des plateformes qui n'aiguisent pas la curiosité. Et c'est juste là mon point où je me dis c'est là où c'est compliqué. Parce que quand on va sur une plateforme, souvent on nous propose les choses qu'on aime. Si vous avez aimé, vous aimerez. Si vous avez... Non, c'est pas ça. La curiosité, alors vous, je pense que vous l'avez étant ici, mais il faut aiguiser sa curiosité et les plateformes n'engagent pas à ça. Il y a de temps en temps une uniformité des séries proposées. C'est difficile de faire le tri et c'est difficile de se dire tiens, je vais me mettre en danger, je vais risquer un peu, je vais aller voir ça. Bon, ça va pas du tout m'intéresser, ça a l'air con comme la lune. Si, ça nous intéresse. Et c'est ça mon problème un peu le processus d'accessibilité, c'est-à-dire de comment les algorithmes gèrent ce que vous allez voir ou ce que vous avez envie de voir. C'est sur ça qu'il faut travailler, à mon avis. Donc globalement, a priori, tu peux travailler, même si on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais travailler sur un unitaire qui serait... Alors, Netflix va maintenant financer les films qui sortiront en salle. Tout à fait. Grande richesse, notamment grâce au combat d'Olivier. Tout à fait. Et mené par beaucoup d'autres réalisateurs dont tu fais partie. Faire a priori un unitaire qui n'aurait pour vocation que d'être vu potentiellement sur un téléphone ou une télé sur Netflix, a priori, c'est pas ta cam. Non, pour l'instant, non. Cette série Arte qu'on a faite, elle ne pouvait se faire qu'en série. C'était pas un film, ça peut pas être fait au cinéma puisqu'on suit comme ça la cure de plusieurs patients. Donc le format était que télévisuel. C'est vrai que maintenant, si tu me parles de maintenant, non, j'ai pas envie de faire un unitaire qui passerait. Non, parce qu'on me donne la chance de faire des films pour le cinéma et que pour l'instant, nos films se financent. Donc je me poserais sûrement peut-être la question différemment si j'arrivais pas à les financer pour le cinéma. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas l'envie. L'envie, c'est de vous prendre tout cela, de vous mettre dans une salle et de vous dire, regardez le prochain, il est là. Et d'être avec vous et de le regarder avec vous. Ça, c'est toujours... parce que, voilà, encore une fois, je considère ça comme... c'est pas rangé dans la même... C'est pas rangé. Mes DVD de cinéma, ils sont pas rangés au même niveau que... Enfin, sur la même étagère que mes DVD de série. J'ai l'impression, moi, qu'une série, elle vous blaste, elle vous explose, je sais pas, au hasard... voilà, par exemple. Non, mais je sais pas, une série, Tchernobyl. Voilà, Tchernobyl, j'ai trouvé ça incroyable. Cette série, elle m'a blasté. The Wire, ça m'a blasté. Les Sopranos, ça m'a blasté. Mais j'ai l'impression que ça se digère pas pareil qu'un film qui me blaste. C'est pas pareil, c'est pas rangé dans la même étagère. Donc c'est pour ça, quand je vois Whiplash, je suis estomaqué du film. Et ben, je me prends plus une patate devant un film d'1h30 comme ça que quand c'est dilué sur une série qui me met quand même une patate, mais c'est des coups c'est plus long, quoi. Il y a plus de rounds, c'est WBC. Là, je suis en MMA, quoi, avec un film. Ça va plus fort. Voilà, moi, je pense un peu comme ça.
Avant qu'on vous donne la parole pour que vous puissiez poser vos questions à Olivier, puisque tu dois nous quitter vers 20h, un gros 20h30, on va dire à peu près. Et pendant qu'on prépare, je crois, en régie, un petit quelque chose que... C'est prêt ou pas encore tout à fait? Ouais, c'est prêt? Vous pouvez... Ah, il faut venir ici, d'accord. Bah, pendant ce temps-là, un petit quelque chose que tu as accepté de partager avec nous Oui. pour illustrer ton travail de création. Bah oui. Mais ouais, c'est aussi rapide que ça. Hein. Oui, c'est d'une efficacité redoutable. Merci, madame. Alors, par contre, ça n'est pas sur le grand... Si, c'est bon. Il y a une petite latence, c'est pour ça, je suis très impatient. Ça va? Ouais, c'est bon. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer... Alors, attends. Ouais. Comment je fais comme Michel Sardou, comme ça? Ah non, alors voilà. Ça, alors, sens de lecture. C'est le storyboard qu'on a fait. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Le Sens de la fête, mais à un moment donné, dans Le Sens de la fête, il y a une scène où le marié s'envole. Et donc, voilà le storyboard qu'on a fait, qu'on a préparé avant de tourner pour mettre tout le monde d'accord, surtout les techniciens, parce que je peux vous assurer que c'était une vraie galère à tourner et que le comédien l'a vraiment fait. Et si vous regardez le film, c'est ultra fidèle à chaque plan du film. On a vraiment respecté ça, et ça, on le fait pour des scènes compliquées parce qu'on aime bien les scènes de chant contre chant, où il y a de la magie dans des scènes de chant contre chant, mais on aime bien les défis, on aime bien avoir peur, comme je vous le disais, et on aime bien les scènes, entre guillemets, où il y a du bordel. On aime où c'est très compliqué. Et alors ça a été une aventure à tourner, assez incroyable. Et surtout de mettre Benjamin Laverne de la Comédie Française, de le mettre là-haut et de l'envoyer à 50 mètres du sol, c'était assez dingue. Donc voilà, j'avais envie de vous le montrer. On travaille depuis toujours avec le même storyboarder, qui est un vrai génie. Ça nous permet aussi, pendant qu'on parle avec lui, d'affiner le découpage et de trouver aussi des idées, parce qu'avec son coup de crayon, il vous donne des idées de cadre, il vous donne des idées aussi de distance, où mettre sa caméra à quelle distance, de certaines focales aussi. Et donc voilà, j'avais envie de vous l'offrir en cadeau. Voilà, personne ne l'a jamais vu, c'est pour vous. Qui a vu Le Sens de la fête parmi vous? Ah ouais. Tu l'as vu toi aussi? Oui. Et c'est une séquence incroyable. C'est assez marrant que tu choisisses celle-là, parce que moi, à chaque fois que je vois le film, c'est la séquence du film où tu ne sais pas si tu dois te foutre de la gueule du mec. Exactement. Ou si tu dois... C'est limite, tu as envie de chialer. Il y a un truc de grâce absolue en fait, dans ce que ce mec-là fait. Mais... En fait, c'est naze, non, avec ce micro comme ça, non? Non, c'est sympa. Ça fait très prof new-yorkais des années 70. Vous l'effacerez en post-prod. Non, le truc, c'est que... Il y a un truc qui est important pour nous, dans les films, c'est quelque chose qui nous échappe. Et qu'est-ce qui nous échappe? C'est la poésie. La poésie, à un moment donné, elle gagne, elle remporte le tout. Et dans ce film-là, on avait tout prévu. Et effectivement, le marié, on a envie de lui foutre des tartes dans la gueule pendant tout le film. Mais on croit beaucoup à la poésie. Et quand on est arrivé, quand on a fait les essais, et quand on l'a vu s'envoler, on s'est dit, tiens, là, il y a quelque chose de poétique pour sa femme. Il y a quelque chose de poétique. Et c'est pour ça que, quand vous regardez le film, on a mis des plans de coupe de la mariée. Il y a des plans, vous voyez en haut les serveurs, en haut. Et à ce moment-là du film, il y a la poésie sur leur visage. Il y a quelque chose qui se passe entre eux, comme une unité. Et on passe comme tu le dis, Mathieu, on ne sait pas si on se doit te foutre de la gueule ou pas. Tant mieux. Et sachant qu'on revient drastiquement après à la comédie, juste après ça, on revient vraiment à de la comédie pure. Mais on croit beaucoup à ces moments qui nous échappent et qui sont des moments poétiques. On l'a hors norme aussi. À la fin, il y a une troupe de jeunes autistes qui dansent. Je peux vous assurer que quand on a filmé Vincent Cassel, qui la regarde pour de vrai pour la première fois, ce qu'il donne dans le film, il a les yeux embués, c'est parce qu'il voit pour la première fois le spectacle, parce qu'il y a une poésie qui se dégage. Donc on croit beaucoup à ça. Voilà, bon, c'était comme ça. Hein. C'est vraiment... Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je suppose qu'il doit y avoir... Ah, il y a des micros, c'est ça, sur le côté? Oula, beaucoup. Mais ne vous battez pas. Mais en général, la première personne est toujours un peu tendue et crispée, et puis après, ça se relâche, mais on a un volontaire. Mais non, soyez pas crispé. C'est hyper cool. Micro. Bonjour. Salut. Bonjour. Si vous m'entendez avec ça.
Merci beaucoup Bonjour. pour cette intervention. Moi, j'avais une question sur est-ce que quand vous écrivez avec Eric, justement, vous réfléchissez déjà, vous avez déjà en tête les acteurs que vous voulez pour un rôle, surtout dans des rôles forts, avec Omar Sy dans Intouchable ou Vincent Cassel et Reda Oui. Rateb dans... Je vais même te dire mieux. Je vais même te dire, c'est même pas un secret. C'est ce qu'on a beaucoup fait. Alors après, ça n'a pas été les. Il y a Jean-Loup Dabadi, vous voyez qui c'est? Oh là là, il y a un oui massif. Non, vous voyez pas qui c'est? Jean-Loup Dabadi, c'est un scénariste, auteur qui nous a quittés récemment, qui est un génie, qui a écrit énormément de films, énormément de comédies, qui a écrit des films de Claude Sauté, comme César et Rosalie, qui a écrit Un éléphant, ça trompe énormément, par exemple, que je vous encourage à voir, qui est un génie du scénario et du dialogue, qui a écrit un film qui s'appelle Garçon aussi. Enfin bon, bref, vous irez voir Dabadi. Il nous a dit, on a eu la chance de le rencontrer, et dans ses conseils, il nous avait dit, quand vous écrivez, pensez toujours à un acteur. Vous ne l'aurez peut-être pas, mais votre scénario sera mieux. Il a raison. On est obligé de penser à quelqu'un, à une voix, à un timbre, à une personnalité. Ça nous aide à écrire. Ce qu'on fait maintenant, alors je parle pour les rôles principaux, on va voir des acteurs avant d'écrire un mot. Vincent Cassel, Reda Kateb, on a été les voir avant d'écrire. Omar, c'est une histoire particulière, mais oui, la même chose. On leur dit, voilà, on a peut-être envie de faire ça. Ça t'intéresse ou pas? Il te dit oui, il te dit non. Quand il te dit non, ça ne vous est jamais arrivé. Mais quand on te dit oui, tu écris. On a écrit Hors Norme avec Vincent Cassel et Reda Kateb. On a écrit Le Sens de la fête. Jean-Pierre Bacri, c'était l'acteur réputé pour te dire non le plus vite. Donc nous, on a été le voir après Samba et on lui a dit, Monsieur Bacri, on aimerait tourner avec vous. Il a dit, donnez-moi quelque chose à lire. Il a dit, non, vous ne pouvez pas nous dire non, on n'a pas écrit. Donc vous ne pouvez pas nous dire non. Donc on va écrire, mais est-ce que vous avez une once d'envie? Il a dit, j'ai une once. Et on est parti, on a écrit avec lui en tête. C'est pour ça que souvent, les rôles sont taillés comme des costumes sur mesure aux acteurs. Pour le prochain, on a fait pareil. On a été voir Pio Marmaille et Alban Ivanov avant même d'écrire. Et on leur a dit, les gars, on a envie d'écrire ça. Est-ce que ça vous branche? Ils ont dit oui. Et donc, on a écrit avec leur musicalité, leur façon de parler, leur nature propre. Parce que... et après, on crée notre personnage avec la nature de l'acteur. Donc, c'est un grand oui à la réponse. On dirait que les émissions de télé-réalité, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Merci, c'était très clair. Ce qui est génial en plus avec Eric et Olivier, c'est que je pense que alors déjà beaucoup de réalisateurs, beaucoup de comédiens font des offres de services, mais avec Eric et Olivier, tu as à peu près les trois quarts, c'était assez doux, c'est ça, avant de dire ça, qui a très envie de tourner avec vous. Tu as la liste des acteurs et d'actrices français, à peu près l'intégralité a envie de tourner avec Eric et Olivier. Une chance. C'est une vraie chance. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, déjà, pardon, excusez-moi, monsieur. Désolé. Alors moi, c'est quelque chose par rapport à ce que vous avez dit sur la poésie. C'est que j'ai un souvenir assez distinct d'être allé voir Hors Norme en salle. Et sur cette scène finale que vous nous décrivez, qui effectivement est très belle, les gens se sont levés et ont applaudi. C'est pas mal. Mais c'était peut-être ma mère. Ça fait beaucoup de personnes quand même. J'ai beaucoup de mères. Quoi qu'il en soit. Mais est-ce que justement vous ressentez une forme de pression en tant que réalisateur de grands films populaires, et c'est aussi quelque chose que Madame Bertrand d'Orléac a beaucoup appuyé dans son introduction, est-ce que vous ressentez une forme de pression de faire ces films qui, pour beaucoup de gens, et dans votre cas vraiment beaucoup de gens, sont importants, sont formateurs politiquement, intellectuellement, artistiquement aussi, un peu comme Claude Lelouch lui-même pour vous. Et est-ce que ça affecte votre art? Est-ce que vous le sentez finalement au jour le jour? Alors, je dirais, au jour le jour, non. Mais en tout cas, ce que je dirais, je remplacerai le mot de pression par responsabilité. Je pense qu'on a une responsabilité, oui. On a la chance d'avoir la parole et d'être écouté. Donc oui, il y a une forme de responsabilité, mais cette responsabilité, elle n'est pas directement intégrée dans l'œuvre artistique, mais à un moment donné, elle peut intervenir. Elle peut s'immiscer et intervenir en se disant, bon, on sait qu'on risque d'être écouté et on risque, ça ne veut pas dire qu'on écrit en fonction, mais ça veut dire que oui,
au sortir d'un film comme Intouchable, il s'est passé tellement de choses assez incroyables dans les milieux associatifs, dans le monde du handicap, évidemment, qu'on a senti cette responsabilité. Et encore plus quand on a fait Hors Normes, qui était un projet très compliqué à monter. On ne peut pas faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. On a les enfants, les jeunes autistes, les adultes autistes, les parents, les éducateurs, on a les médecins, on a une myriade de personnes dont c'est le travail, le combat quotidien, et il y a énormément de souffrance. Donc, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Donc, on attache cette responsabilité pour l'avoir. Quand on écrit, on fait énormément d'investigations comme des journalistes, mais énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est cette chance qu'on a de pouvoir mettre beaucoup de temps dans l'écriture de notre scénario et d'y aller une fois qu'on assume, qu'on est sûr, qu'on sent, qu'on est, entre guillemets, tout le monde peut nous attaquer, et ben on aura toutes les réponses, parce qu'on a fait ça, 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 ça et ça. Tu vois, c'est là où, oui, cette responsabilité, elle est concomitante avec de la pression. Mais c'est bien d'avoir de la pression. Je trouve ça bien de se mettre la pression. Je trouve ça bien, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir peur et de se mettre la pression. Parce que oui, on va faire notre 7e film. Et ben pour nous, c'est comme le premier. C'est la page blanche. Alors certes, on a de l'expérience, mais on va avoir la parole. On va nous écouter. Des gens vont venir payer une place pour aller en salle. Et ben il faut qu'on leur offre un putain de film avec le prochain, on espère, beaucoup de comédie. Et puis toujours avec des petits sujets sociétaux qui nous touchent, donc on a envie de parler. Merci. Mais de rien. Monsieur. Bonjour. Et si oui, pourquoi? Pour quelle raison? C'est difficile, c'est comme si tu me demandais tu préfères lequel de tes gosses. Après, ils ont tous quelque chose de singulier et de particulier. J'ai tous de la préférence. Enfin, tu vois, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Et je pense qu'en fonction de où j'en suis dans ma vie, ça peut changer. Ça peut changer. J'ai une affection particulière pour un film qui s'appelle Nos jours heureux, qui est vraiment un film. Comment vous dire avant de faire notre premier film qui s'appelle Je préfère qu'on reste amis, qui était avec Gérard Depardieu et Jean-Paul Rouve, on a eu 4 ou 5 films qui ne se sont jamais faits. Alors, comme on a démarré jeune, on a eu beaucoup de galères. Enfin, on a bourlingué, en fait. Et à un moment donné, on écrit beaucoup avec Eric. On a écrit tout azimut. Et notre récréation, c'était Nos jours heureux, parce que c'était notre rencontre dans les colos. Et on s'est dit, mais personne ne voudra le faire. C'est pas grave, ça nous libérait. On a écrit Nos jours heureux, qui est un film où on a commencé à le faire lire. Personne ne comprenait, avec des gosses. Voilà, ça va être compliqué. Et Je préfère qu'on reste amis est un film plus de cinéphile. C'est un duo, c'est plus clair, c'est plus carré. Il y a une construction qui est très carrée. C'est vraiment notre premier film de cinéphile. Mais j'ai envie de dire, c'est notre premier film qui nous a permis de faire notre premier film, qui est Nos jours heureux, tu vois. Donc Nos jours heureux, j'ai une tendresse particulière parce qu'on a tourné dans l'endroit où on s'est rencontré avec Eric, où on a fait des colos en Charente. C'est une histoire qui est incroyable parce qu'on a vécu 3 mois dans un château avec ses 80 mômes. Et ensuite, on est né un peu avec ce film. C'est le film où il y a eu une adhésion du public. Et puis il n'y a pas une semaine sans qu'on m'en parle. C'est un film c'est un bon vin. Il a bien vieilli. Parce que je pense qu'on juge une œuvre. On juge un film ou un livre ou quelque chose avec le temps. Avec le temps, avec le recul. On arrive à bien, on sait ce qui a marché, on sait ce qui n'a pas marché, et c'est le temps qui donne ça. C'est le recul, la vue d'hélicoptère qui te donne ça. Donc, Nos jours heureux, j'aime beaucoup, mais tous, je pourrais te citer des choses. On a tellement vécu. La première, c'était avec Gérard Depardieu. Vous imaginez, 30 ballets, de se retrouver avec ce monstre sacré-là du cinéma. C'est sûr que j'ai 1000 anecdotes, et puis après, évidemment, Intouchable, tellement proche. Il y a quelque chose il y a un affect fort avec les films, c'est sûr. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question depuis un moment tout là-bas. Bonjour. Et vous me dites pas vos prénoms, t'as quel âge, t'appelles d'où T'appelles d'où Salut, bienvenue. Elsa. J'ai vu beaucoup de vos films et je les ai beaucoup aimés. Et j'avais une question plus par rapport à ce que l'on disait à la question précédente, sur le fait de s'améliorer entre chaque film, et notamment sur la question du handicap. Parce qu'en fait, il y a une époque, donc quand Intouchable est sorti, où en fait, personne ne remettait en question le fait que, par exemple, François Cluzet ne soit pas tétraplégique. Mais moi, plus tard, je me suis plus intéressée à la question. Je vais préparer mon mémoire de fin d'études sur les inaccessibilités du cinéma français, et notamment pour les personnes handicapées.
Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte, notamment pour Hors Normes? Et est-ce que c'est pour ça que vous avez plus choisi d'employer des acteurs autistes ou non? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que tu vois comment les évolutions... Le cinéma, c'est le reflet aussi, les films, c'est le reflet de notre société, c'est le reflet de ce qui se passe. Et c'est sûr que c'est une bonne question parce qu'on se l'est posé au moment d'Hors Normes. Enfin, avant même d'écrire Hors Normes, quand on a écrit le personnage de Joseph, qui est avec Vincent Cassel, ce jeune adulte autiste qu'il essaye d'inclure comme ça, à bout de bras, de façon inconditionnelle, on s'est posé la question. On s'est dit, est-ce qu'on va on va aller voir un acteur, donc une performance d'acteur, parce que c'est une performance. Oui, on va y arriver. On va arriver à trouver quelqu'un. Mais on s'est dit, on fait un film sur des gens qui passent leur temps, leur vie, à vouloir inclure dans notre champ de vision des gens différents pour pouvoir changer un peu les regards et les mentalités. Donc ils sont dans les villes, ils les mettent ils les font travailler dans des boîtes, ils les mettent dans les écoles, enfin, pour essayer justement d'inclure ces gens-là. Et du coup, nous, on se dit, mais on va faire pareil. On va prendre un acteur. Alors certes, il a des pathologies, mais c'est un acteur. Donc la chance qu'on a, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le temps. Donc, pendant 1 an et demi, on a fait un atelier d'artistes dans une association qui s'appelle Turbulence. On appelle ça les Turbulents. C'est tous ceux qui dansent à la fin de Hors Normes. Et on a fait un atelier théâtre. Et on a travaillé avec eux. Ça prend plus de temps, mais on y est arrivé. Donc oui, c'est une question qu'on s'est posée tout de suite. On s'est dit, on va aller prendre un acteur. Il y a des acteurs formidables qui auraient fait ça de manière admirable, mais ça n'avait pas de sens. Il fallait qu'on soit cohérent dans le projet de bout en bout. Donc on a travaillé avec Benjamin Le Sieur, qui est un jeune homme qui est dans cette association qui s'appelle Turbulence, et on a travaillé avec lui. Et c'est vrai que... Alors, avec Intouchable, c'est différent. La question, on ne s'est pas dit on va aller tourner avec un vrai tétraplégique. On ne se l'est jamais posé, cette question. Mais par la suite, oui. Et pour Hors Normes, on s'est vraiment... Et d'ailleurs, dans tous nos films, quels que soient les sujets qu'on traite, il y a des gens qui ont un lien, des non-acteurs, qui ont un lien avec le sujet, à chaque fois. Mais je vais vous dire, je disais tout à l'heure qu'on fait des investigations, mais à tous les niveaux. Mais même avec Le Sens de la Fête, on a amené des traiteurs sur le tournage pour leur dire, est-ce que vous metteriez ça là? Est-ce que vous metteriez ça là? Comment vous feriez? Comment les serveurs iraient de la cuisine à la salle? C'est tout bête, mais en tout cas, ça donne de la vérité. Et comme ça, on est sûr que quelqu'un qui est dans la salle, qui est confronté à la problématique qui est présente dans le film, eh ben, il ne va pas se dire, dans le cas chez Toledano, ils ont rêvé, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est un peu notre hantise. Alors, je crois que tout là-bas, il y a une question de quelqu'un qui a le micro depuis un moment. Je vous en prie. Bonsoir, merci beaucoup. Vous parliez d'en thérapie et... Prénom. Pardon, je m'appelle Chloé. Désolée. Comment? Chloé. Ah, Chloé. Vous parlez d'en thérapie et du fait que ça soit une adaptation, mais c'est aussi la 20e adaptation, je crois, du format original. 19. Et je me demandais comment on crée quelque chose de nouveau quand autant de choses ont déjà été faites autour de ce format. Je savais qu'il allait y avoir que des bonnes questions. Tu m'avais dit, hein. Oui, alors en fait, pourquoi ça nous a intéressés à la base? Ah oui, il y a eu 19 adaptations au Brésil, au Japon, au Québec. Alors on ne les a pas toutes vues, hein, mais on en a même vu que l'original, pour vous dire la vérité. Et en fait, pourquoi on a eu envie? Parce qu'on s'est dit, la France est un pays de la psychanalyse. Donc ça nous paraissait aberrant qu'il n'y ait pas eu une tentative d'adaptation. Et surtout, il y avait matière à une vraie adaptation française. Et c'est ce qu'on a fait. Cette série, elle est adaptée dans d'autres pays, mais chaque pays va y mettre du pays dans l'adaptation. Et là, nous, dès l'instant où on s'est dit, on avait envie on ne savait pas comment... Cette période des attentats, elle nous a tous meurtris. On avait envie de l'exprimer, on ne savait pas par quel biais. Et cette série, c'était le véhicule parfait pour pouvoir y mettre nos névroses et en parler, en tout cas, avec le recul nécessaire. Donc, oui, on savait qu'on y avait beaucoup à apporter de la France, en fait, et de la société française. Et je dirais même encore plus dans la nouvelle saison que vous allez peut-être voir, où là, on a carrément été beaucoup plus loin et avec vraiment des problématiques sur l'identité, sur tout un tas de choses comme ça, qui sont très françaises. De toute façon, on sait faire que ça. Donc voilà, c'est une bonne question.
Et je pense je dis beaucoup une œuvre, on va croire que je pense que je fais des œuvres. Non, mais en tout cas, un objet audiovisuel, un film ou une série, enfin, quand on crée, pour moi, ça doit être une nécessité. Ça doit être une nécessité absolue, ça doit te brûler. D'ailleurs, je crois que c'est Rilke qui disait on juge une œuvre à la nécessité qu'elle a d'exister. Mais oui, il faut que ça nous brûle hors norme, il fallait que ça existe. J'avais envie de parler de ça, il fallait que ça existe. Thérapie, ça a été long, mais j'avais envie que ça existe. Mon prochain film, c'est la même chose. C'est une nécessité. J'ai envie de parler de ça, j'ai envie que ça existe. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne dans la créativité et dans ce qu'on fait. Ça doit exister. Mais de rien, Chloé. Bonsoir. Oui, je vous en prie. Oui. Alors déjà, j'aime beaucoup tous vos films. Et votre prénom, je crois qu'il va vous demander. Beaucoup, enfin, la scène que vous avez montrée dans Le sens de la fête m'a fait pleurer de rire. Voilà, et je m'en souviendrai tout le temps. Avec ma mère, on était côte à côte et on était en larmes. Et de rire. Je me demandais comment est-ce que dans votre écriture, parce que vous parliez justement aussi du chant contre chant que vous utilisez beaucoup, et en fait c'est comment est-ce que au niveau parce que comme si le rythme, enfin il n'était pas forcément il est forcément au montage, mais il est aussi dans l'écriture, et quelles règles vous vous fixiez dans l'écriture pour avoir le rythme que vous avez à l'écran, si vous vous posez des règles, et quand est-ce que vous avez parlé des répétitions, mais je ne sais pas si vous répétez à chaque fois l'intégralité d'un film toujours, mais est-ce que cette constante du rythme dans une scène, c'est assez incroyable. Donc c'était pour savoir quelles règles vous vous fixiez. Voilà. Merci. Encore une bonne question. Alors en fait, je vais te dire, oui, alors deux choses. La réalité scénaristique n'est pas la même que la réalité cinématographique. Tu pourras essayer d'anticiper au maximum un rythme, c'est pas le même que tu auras sur le tournage. C'est pas le même. C'est autre chose. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui fait qu'un scénario, c'est pas destiné à être lu. C'est quelque chose, c'est un objet qui est destiné à être vu. Donc, il y a quelque chose qui est là, qui est difficile à saisir, et c'est tant mieux qu'on n'arrive pas bien à le saisir. On essaye d'écrire le plus rythmé, le plus, on va dire, le plus à l'os possible. Et ben, quand tu vas te retrouver sur la table de montage, eh bien, ça va être autre chose. Et là, j'en viens à un autre point, c'est le montage. Le rythme, c'est le montage. C'est ça. Le montage te permet de rythmer, c'est un tamis qui te permet de filtrer déjà, et qui te permet de créer ce rythme. C'est indispensable pour la comédie. La comédie, le rire, il vient souvent de celui qui écoute. Tu lances une vanne, celui qui écoute. À un moment donné, il est parti. À un moment donné, dans le storyboard que vous avez vu, quand Benjamin Laverne, il s'envole, le rire, il est sur Bacri qui fait sur sa tête. Et ça, c'est le rythme. Tu l'anticipes au tournage. Tu l'anticipes. Tu sais, il va me falloir ça, il me le faut. Et ensuite, le montage permet de réguler ça. Et ça, la comédie, c'est du montage. Alors, des fois, il y a des plans, des comédies, des scènes drôles qui marchent qu'en plan séquence, mais c'est difficile. Il faut que ça sonne vite, il faut que ça swing vite. Et nous, on a c'est pas un dogme, je ne sais pas comment. On a un truc, c'est que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que, et c'est de temps en temps, c'est ce qui déstabilise les acteurs et des fois même les techniciens, parce qu'on va faire une prise dramatique et juste après, on va tout changer, l'humeur. Et quand tu es au montage, tu te rends compte que le contre-champ que tu as fait, qui n'est pas du tout dans la même humeur que le chant que tu as fait avant, eh ben ça marche. C'est magique. Donc c'est ça. Le tournage, il faut essayer pour ne pas regretter ensuite au montage. Et là, le montage, c'est la réécriture. On réécrit. On peut changer d'ordre des scènes, évidemment. On peut vraiment réinventer des choses au montage. Mais il faut qu'on ait la matière nécessaire pour avoir ce rythme-là. Et c'est sûr que, vous avez des scènes magiques, comme la scène du bonjour de Belmondo en Conina dans l'itinéraire dans l'enfant gâté. Et ben, sans le montage, c'est pas pareil. Parce qu'il te faut la réaction dans Conina. Et ça, c'est le montage qui te donne le rythme, qu'on essaye d'anticiper le maximum à l'écriture, et aussi quand on passe d'une scène à une autre. Une scène, pour nous, elle doit avoir un bon début, un bon milieu, une bonne fin. Toutes les scènes doivent avoir bon milieu, bon début, bon milieu, bonne fin. Mais ensuite, il y a un autre début qui arrive juste derrière. Et ben, on essaye de l'anticiper à l'écriture. Parce que c'est aussi plus agréable pour le comédien, le lecteur ou le producteur. Donc oui, le rythme, c'est important. Ce qu'il ne dit pas en substance, c'est qu'il bosse quand même
énormément sur tout ce qu'ils entreprennent. Je peux en témoigner. Le rythme, c'est aussi du boulot, quoi. Ouais, c'est du boulot. Ça, c'est sûr que. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà un micro ou pas? Oui, vous avez déjà un micro. Désolé, mais le micro va circuler. Tout le monde va pouvoir poser ses questions jusqu'à. Bonsoir. Oui. Je m'appelle Clément. Je suis ici. Ah, juste devant. Du coup, je les enlève parce que là, je le vois. C'était une question davantage sur la manière que vous avez de consommer les images plutôt que de les produire. De savoir d'abord quelle place occupe dans le processus créatif la consommation d'images, mais peut-être aussi de lecture. Et plus spécifiquement sur le cinéma. Est-ce que aujourd'hui c'est possible quand par exemple vous voyez des films français, je ne sais pas, par exemple Les Promesses, et qu'à l'écran il y a Reda Kateb, et peut-être que vous voyez, alors que nous on voit un peu un mythe de Reda Kateb, vous voyez peut-être Reda. Le fait que justement la magie du cinéma elle se construit beaucoup sur des fictions, des mythes, le fait que cet écran et cette toile on ne peut pas le transpercer, qu'il y a une forme d'inaccessibilité. Est-ce que pour vous ça change votre vision du cinéma? Peut-être aussi le fait que vous avez un regard plus aiguisé, une technicité particulière, que vous voyez des choses que d'autres ne voient pas, et peut-être que d'autres choses, une forme d'émotion peut-être un peu simple, et justement dans cette histoire de fiction, peut vous échapper. Comment est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de penser comme le public quand on a votre expérience et votre proximité avec ce que montre la toile? Ouais, alors il faut que je dise une chose, c'est que je peux parler de cinéma, voir du cinéma, entendre parler du cinéma, parler avec vous de cinéma pendant à peu près 100 ans sans m'arrêter, même sans dormir. Donc, si vous voulez, mes podcasts se divisent entre des émissions de Le Masque et la Plume, que certains connaissent, que j'écoute. Pourtant, ils nous défoncent souvent. Mais j'adore, je peux entendre parler de cinéma tout le temps. Donc, je consomme, avec Eric, on consomme énormément d'images. On va beaucoup au cinéma. Et on va voir des choses qui, a priori, Les Promesses, c'est super, hein, au passage. On va voir des films, a priori, qui pourraient ne pas nous plaire ou qui seraient loin de nous, mais non, on aiguise notre curiosité. C'est comme ça qu'on va s'enrichir, qu'on va se nourrir, nous. On a des zones de confort. On aime la comédie, des acteurs qui swingent un peu, c'est notre zone de confort. Mais de film en film, on essaye à chaque fois de vraiment réfléchir à la mise en scène, à l'image, à la photo, avec peut-être l'âge. Donc, on aiguise notre curiosité. Pour ça, d'ailleurs, j'écoute beaucoup de podcasts, notamment une émission qui s'appelle Les Pieds sur Terre, qui est extraordinaire. Il faut se nourrir. On n'a pas vécu... Je pense qu'on parle bien de choses qu'on connaît bien. Et nos films, nous, sont très empreints de réalité, vous voyez ce qu'on fait. Donc, il faut aller vivre des choses, se nourrir, aiguiser sa curiosité pour pouvoir ensuite avoir envie d'en parler, où ça stimule notre imaginaire. Mais je suis un très bon spectateur. À aucun moment... Alors, c'est sûr, Reda Kateb, je l'aime d'amour. Donc, c'est sûr que quand je suis... oui, si tu veux, mais très vite, c'est effacé. Je suis un spectateur comme toi. Quand je vais voir un film, je suis ému, je vais rire au même endroit que toi. À aucun moment, je me prends la tête avec la technique ou alors vraiment quand je m'emmerde. Des fois, je vais avec mes enfants, je les emmène voir des films où je sais que, tu vois, je me dis, j'espère qu'il y a la 4G qui passe dans le cinéma. Ben non, j'y trouve toujours quelque chose. Ils m'ont emmené voir les Venom et les Suicide Squad et tout ça. Je les emmène. Alors je me dis, des fois, je me dis, comment ils ont raison de se prendre la tête pour faire ça? Oui, parce que si tu veux, le truc ne me touche pas ou c'est pas mon truc. Mais pour le cinéma, on va dire, comme tu dis, par exemple, tu as cité Les Promesses, non, je vais me laisser porter complètement et j'adore ça. Alors de temps en temps, je vais voir un figurant au fond que je connais, c'est sûr, mais ça s'arrête là et je vais me laisser porter par le film totalement. Et l'aspect professionnel, s'il rentre en cause, c'est que vraiment, le film, il est dur. Il lève la main depuis longtemps. Oui, c'est vrai que oui. Ouais. Monsieur. Moi ? Il y a quelqu'un qui a pris le micro. Juste ici, Lucas. Ouais, on descendra le micro après, je vous en prie. Pardon, une petite remarque préliminaire avant de poser la question. Je viens de Charente et j'aimerais vous remercier parce que vous avez vraiment changé la ville de Montbron. Avec ce château, je vous assure,
C'est un des lieux touristiques les plus importants de la Charente. Merci pour ça. Incroyable, mais t'es de là-bas, t'es d'où toi? Je suis d'Angoulême, donc voilà. Ah, pas très loin de Angoulême, Montbron. c'est à Et côté. dès qu'on passe en voiture avec des gens qui connaissent pas le département, on dit mais c'est le château du film Nos Jours Heureux. Mais non, c'est pas Incroyable. vrai. Voilà, donc, Ah non, mais ça, tu peux pas savoir. En fait, on a été beaucoup en Charente, énormément. J'ai énormément fait de colo. C'est une région qu'on affectionne. J'ai tellement d'anecdotes sur cette région. Donc, non, la piscine de La Rochefoucauld, tout ça, Marton, Angoulême, enfin bon. C'est vraiment... Ah bah très bien. Bah, je suis très content de cette question qui n'en est pas une. Et vous connaissez bien mieux que moi parce que je dis Montbron et c'est en effet Marton. C'est Marton, effectivement. Marton. Mais Effectivement. Montbron, ça existe. Mais Montbron, ça existe, oui. Ouais. C'est juste à côté, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, ma remarque est un petit peu en lien avec ma question. Vous avez dit que tout film est politique. Ouais. Donc, vous avez changé le regard sur la Charente. Vous avez changé le regard sur la paralysie. Vous avez changé le regard sur les migrants. Vous avez aussi changé le regard sur le handicap. Et est-ce que vous êtes sollicité parfois par des associations, je ne sais pas, des groupes qui vous demandent de faire un film sur un sujet parce qu'il y a besoin d'en parler, parce qu'il y a une méconnaissance voilà. Et Oui. comment vous répondez à peut-être à cette... à cette pression de Alors, certaines c'est là où l'engagement, le militantisme est percuté par l'artistique, si tu veux. C'est le point. Il y a un point d'équilibre. On ne réfléchit pas en termes de. Quand on a fait Intouchable, quand on a préparé, quand on s'est dit on va le faire, à aucun moment on s'est dit on va faire un film sur le handicap, sur la tétraplégie. On va changer quelque chose, on va changer le regard. Non, ce qui nous a inspiré, c'est cette rencontre improbable entre ces deux personnes. C'est humain. C'était pas du tout, à aucun moment on s'est dit bon, on va changer un quelconque regard. On n'a pas du tout cette prétention-là. Mais c'est surtout parce qu'il y a quelque chose de cinématographique là-dedans. Quand on est au Silence des Justes ou au Relais Île-de-France, ces associations dont on parle dans Hors Normes, il y a quelque chose de romanesque et de cinématographique. Alors oui, certes, c'est un problème qui est grave, dur, dramatique, réaliste, quotidien pour beaucoup de personnes, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du cinoche, si tu veux, là-dedans. Donc, alors effectivement, on reçoit beaucoup de sollicitations. C'est toujours difficile parce que il y a des parents qui te contactent, donc c'est difficile. Évidemment, il y a des maladies orphelines. Oui, on a été beaucoup sollicité. On est parrain d'associations, donc là, on est actif dans ce milieu-là associatif. Mais après, en termes de sujet de film, on ferme la porte parce que c'est un truc qui doit venir de nous. Ça doit venir de nous. Alors oui, des fois, on peut tomber sur certaines histoires. Et ensuite, il y a autre chose. Je disais tout à l'heure, on a envie d'être là où on ne nous attend pas. On ne va pas remarcher sur nos plates-bandes, si tu veux. On essaye aussi à chaque fois d'entamer un projet nouveau, des problématiques nouvelles, de ne pas, si tu veux, retourner dans les mêmes marchés. En fait, sur nos plates-bandes, on a dit des choses, on ne veut pas les redire. C'est pour ça qu'on ne fait pas de suite à nos films. On ne veut pas redire les choses. On a été multi-sollicité pour faire une suite à Nos Jours Heureux, pour faire d'autres suites à d'autres films. Mais non, on a envie de... La vie, elle est courte. On a envie de vivre de nouvelles aventures. Je vous en prie. Ouais, regarde juste devant Florence. Je crois qu'il y a une question depuis longtemps. Ouais. Bonsoir. Ouais, alors, d'accord. Alors madame, et après, on vous laissera poser la question, promis. Je vous en prie. Bonsoir, je m'appelle Leïla. Je voulais juste revenir sur la différence que vous avez faite entre une série et un film. Et vous avez dit que, et notamment vous avez mentionné Whiplash, et du coup ça m'a rappelé le film. Et j'ai eu vraiment un énorme coup en regardant ce film, comme vous. Et du coup je me disais, vu qu'une série c'est par épisode, et quelquefois il y a des épisodes qui marchent, il y a des épisodes qui sont lents, et que... En gros, on voit la réaction des spectateurs face à la première saison. Est-ce que du coup, il y a une sorte de pas marge pour l'erreur, mais plutôt une sorte de fenêtre ou une opportunité de dire « Ah ok, du coup, saison 2, vu qu'ils n'ont pas aimé ça, on peut changer le scénario par rapport à ça, ça ». Ah oui, peut-être, sûrement, oui. Alors ça, j'ai pas trop la réponse, mais c'est peut-être ça. Mais en tout cas, s'il y a des nouvelles saisons et des saisons 2, c'est qu'il y a eu quand même une demande, une envie qui est là de poursuivre et de développer les personnages de la saison 1. Mais c'est vrai, là où tu as raison aussi, Leïla, c'est que c'est ça aussi qui me gêne des fois dans le processus sériel, on va dire. Il faut remplir. Et des fois, on le sent. Et quand on le sent, c'est pas bien. Alors, il y a des séries où on le sent jamais, et tant mieux. Il y a des séries où on sent le remplissage. Récemment, j'ai vu une série qui s'appelle Living with Yourself. Je mets un bon accent, avec Paul Rudd, où c'est une histoire d'un gars qui est cloné
pareil, hein, ça, il y a une série qui est vraiment bien, mais il y a un épisode où on sent qu'ils ont fait du remplissage. On sent que c'est du remplissage parce qu'il fallait aller vers quelque chose et ça remplit. Et donc, c'est des histoires, des intrigues secondaires dont on se fout un peu. Des fois, on peut sentir ça. C'est un ventre mou. Alors, il ne faut vraiment pas le sentir dans les films, mais il y en a de temps en temps des ventres mous. Mais c'est vrai que dans les séries, des fois, il y a toujours une baisse de régime. Mais c'est dur de maintenir le niveau, comme on dit. Du coup, donc juste une deuxième question, est-ce qu'il y a du coup plus de pression, entre guillemets, pour un film? Parce que moi, ça m'arrive quelquefois de regarder un film, de l'adorer, et ensuite, il y a une scène qui, à mon avis, change le ton ou devrait pas... Enfin, la personne... Tu la coupes, t'appelles. Tu lui dis, écoute, coupe. C'est plus stressant, dans la continuité, on parlait du continuité du film. Comme c'est pas une science exacte, et c'est tant mieux, voilà, on n'a pas la réponse, on ne sait pas. Après, tu es devant ton montage et tu te dis, bon, ça, c'est un chien, ça, mais j'ai pas la réponse. Je peux pas te dire. Effectivement, on fait tout pour que les films soient... que ça monte. Parce qu'il faut bien finir un film, on se rappelle plus de la fin que du début. Donc, il faut monter. Mais c'est pas une science exacte. C'est ça qui fait la magie du cinéma. Monsieur Bonjour. Il lève la main depuis hier. Vas-y. Je m'appelle Vincent. Donc déjà, merci beaucoup pour cette intervention vraiment très intéressante. On a beaucoup parlé de la création et aussi de la réception. Et il y avait beaucoup de très 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 bons échos. Et vous avez la chance d'avoir des films qui ont énormément de succès. Mais il peut arriver aussi que ces succès soient plus mitigés. Et je pense notamment à Intouchable, où aux États-Unis, il y a eu des critiques comme quoi le film serait raciste. Et je voulais savoir la manière dont, quand vous êtes réalisateur, vous recevez ces critiques et justement, j'imagine, vous peinent, puisque c'est pas le message que vous voulez propager. Et comment est-ce que vous empêchez peut-être de vous auto-censurer, ou comment est-ce que vous vivez cet après-film et la préparation du prochain? Est-ce qu'il y a toujours cette énergie? Comment est-ce qu'on... Dans quel état on est? C'est très simple. Oui, ça touche, évidemment. Moi, on va nous dire qu'Intouchable est raciste, tu t'imagines bien, tu as vu nos autres films, tu imagines bien que tu dis, mais comment? Mais ça t'aide, tu vas chercher pourquoi, tu vas te demander pourquoi. Pourquoi un mec aux États-Unis, à Los Angeles, il va prendre, et donc tu vas chercher à comprendre, et puis quand tu parles avec des sociologues ou des Américains, ils vont t'expliquer l'histoire du pays. Il y a cette chance, chaque pays a sa culture propre. Et donc, il y a un prisme qui peut être différent. Il y a un prisme de vision de film qui peut être différent. Donc, évidemment, ça te touche. Tu dis, bon, et puis surtout, c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est quand un article arrive, il est réduit à 180 caractères et ça va vite et tu n'as pas le temps d'expliquer. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les informations, elles sont ni digérées, ni machin, et puis c'est balancé. Et puis, avec maintenant nos magnifiques chaînes d'information très intelligentes, ça va très vite. Et il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de temporisation, il n'y a pas de lento, comme dans un orchestre ou dans une partition musicale. Il n'y a pas de temps pour réfléchir un peu. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Alors oui, les critiques, ça me touche. Comme je dis tout à l'heure, moi, je lis beaucoup les critiques, ça m'intéresse. J'aime entendre parler d'autres films parce que les critiques, ils mettent des mots sur des sensations que j'ai ressenties, mais je n'ai pas su les exprimer. Donc j'aime bien les écouter. Ensuite, non, ça ne rentre pas du tout en compte après. Parce que la motivation et la stimulation d'écrire un film et de faire un film, c'est un tsunami. Si tu veux, c'est un tsunami et ça te permet de passer sur tout. Mais je vais te dire, avec Intouchable, il nous est tellement arrivé de trucs fous que ce mec qu'on a rencontré, le gars qui a sorti ça, là, qui est roux, qui est très sympa. Non mais je dis qu'il est roux parce que je cherchais son nom et l'image dans ma tête, c'est de lui qui est roux. Il a des petites lunettes. Il ressemble à un des frères Cohen. Et on l'a rencontré, on a parlé avec lui et il était très. Il nous a expliqué, il nous a dit voilà, oui, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la théorie du magical Negroes. Il y a eu des films où c'est le black qui vient et qui illumine la vie des gens. Alors il y a des exemples. Il y avait le flic de Beverly Hills, il y a d'autres exemples. Et puis il nous a dit vous avez fait pareil. Mais nous on lui a expliqué que non, nous ce qui se trouve qu'Omar est noir. Mais Omar, on avait envie de travailler avec lui pour ce qu'il dégage, pour ce qu'il est. Pour sa générosité, pour son humour. On lui a expliqué que dans la vraie vie, le personnage que joue Omar n'est pas noir. Donc on a eu des discussions avec lui et puis après on s'est battu à main nue et puis on a gagné. J'ai sa dent dans ma boîte. Ah, c'est lui? Non, c'est un autre. J'ai sa dent et un verre de lunettes. Non, pour rire,
C'est juste que voilà. Mais non. Après, on a une responsabilité, on a la pression, mais elle vient juste du fait qu'on a envie de le réussir, le film. On a envie de réussir. Et cette peur-là, elle t'anime tout le temps, et c'est tant mieux. On va prendre une toute dernière question. Ça va aller? Ça va le faire ou pas? Ouais. Alors courte, super ramassée, super synthétique, à la Sciences Po. Elle est très courte. Ma question, c'est très bonne question. Alors oui. Bonne soirée. Il n'y a plus vraiment de barrière entre les narrations maintenant. Beaucoup de grands réalisateurs vont vers les séries. Est-ce que vous êtes intéressé par d'autres types de narration, type podcast, jeux vidéo, un nouveau projet dans une autre forme de narration que dans le cinéma et maintenant la série? J'ai envie de cinéma. Je ne peux pas te dire mieux. Je l'ai dit tout à l'heure. Non, ça viendra peut-être. Il n'y a pas de règle. Là, encore une fois, tant que j'ai la possibilité de m'exprimer et de dire aux gens venez dans une salle de cinéma, je ferai ça. Après, s'il y a quelque chose qui me stimule artistiquement et qui passe par la voie du podcast ou je ne sais plus ce que tu as dit, jeux vidéo, je ne sais pas pourquoi, peut-être, j'en sais rien. Mais en ce moment, non, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment. On nous a proposé. D'ailleurs, en thérapie, à un moment donné, je me suis dit, tiens, on va le faire en podcast parce que ça peut s'écouter puisque c'est sur l'écoute. Puis finalement, on ne l'a pas fait. Parce que non, ça marche aussi comme j'ai dit tout à l'heure, sur les visages. Il y a un réalisateur qui s'appelle Dreyer qui disait, il n'y a pas plus beau paysage à filmer que le visage humain. Ben, il n'a pas faux. Donc, on a envie de saisir ça pour l'instant. Et un jeu vidéo, on verra. Il faut détruire des trucs, ouais, peut-être, je sais pas. On verra. Merci beaucoup, Olivier. Merci, hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Bonne chance pour le bac. Ah non, ils ont eu le bac. Ils ont déjà eu il y a longtemps, eux. A priori, oui. Bonne chance pour le master. Hein, c'est ça? Bonne chance pour le master. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.